l'anorexique. Alors l'anorexique figure un petit peu démonisée dans l'espace public, qui a fait l'objet de nombreux travaux en équipe avec d'autres sur un grand projet. Notamment, vous avez cherché à reconstituer quelles étaient les figures du lien des personnes dites anorexiques, à la fois dans le réel et en ligne. Et cette idée qu'on puisse fuir dans une communauté s'auto-renforçant dans les convictions en ligne, qui est souvent un peu le discours qu'on a. Bon, alors, quel est le point en fait sur cette question? L'étude Anamia est une étude sur les troubles des conduites alimentaires. On pense, oui bien sûr, à l'anorexie, parce que l'anorexie est quelque chose de très spectaculaire. On voit, on reconnaît, même dans l'interaction de tous les jours, quelqu'un qui est anorexique, alors que par exemple quelqu'un qui est boulimique ou qui a des troubles mixtes, on ne le reconnaît pas forcément. Et sur Internet, on a des communautés vraiment très variées, très diversifiées de personnes qui ont des troubles parfois assez rares. Alors, le fait est que ces communautés sont stigmatisées, et depuis longtemps, depuis au moins 10 ans. Elles font l'objet, ces communautés, d'une attention médiatique, d'une attention aussi des législateurs, et qui, en gros, revient constamment à dire vous êtes non pas des anorexiques purs et simples, mais vous êtes des pro-ANA. Le fait même de parler, parfois sans médiation, de son trouble alimentaire, selon ces discours diabolisants, revient à faire de l'apologie. Et après, on s'est dit, bon, il faut peut-être aller voir comment ils interagissent, donc vraiment analyser les usages de ces personnes-là. Et les usages nous permettent aussi de dire, bon, qu'ils ne sont pas dans un espèce de vide sur Internet. Ils sont dans un contexte dans lequel, oui, elles utilisent des communautés d'anorexiques ou de boulimiques, mais sont aussi sur des sites de beauté, mais ils sont aussi sur le site du ministère de la Santé. Et donc déjà, ça réinterroge notre rapport à l'alimentation, notre rapport à la santé, notre rapport à Internet. Et finalement, la question est de dire, bon, peut-être qu'effectivement, il y a un impact d'Internet sur ces pathologies. Et là, par exemple, s'il y a un effet de radicalisation de ces communautés, bah, parfois, c'est aussi un effet qu'on doit, par exemple, à des politiques publiques, par exemple, des politiques de censure. Après, évidemment, il y a aussi toute une question de mise en place d'un ensemble de codes, par exemple de codes esthétiques, ou de usages qui sont spécifiques à ces communautés. Par exemple, le fait de partager des images qu'on appelle des images de t'inspiration, donc d'inspiration à la maigreur. Bah, alors du coup, effectivement, ça nous dit, attendez, ça rappelle déjà des choses qui existent dans d'autres communautés, le fait de partager des images de soi qui sont des images idéalisées, un peu abstraites, parfois photoshopées, c'est-à-dire retouchées. Oui, là, ça renvoie à un ensemble d'utilisation d'Internet et surtout de l'image photoréaliste. Il faut mettre ça entre beaucoup de guillemets sur Internet. Mais est-ce que sur ces questions, un des travaux finalement que fait le sociologue quand il a regardé à la fois ces communautés en ligne et en même temps les représentations stigmatisantes qui les accompagnent, c'est pas justement de complexifier la relation en montrant que ce que l'on croit voir à l'intérieur de ces images et de ces échanges d'Internet est un élément d'un ensemble plus vaste et plus complexe dans lequel l'identité s'est déployée aussi sur d'autres espaces et dont tout le travail est de reconstituer la trace qui parfois sort de l'Internet ou parfois est sur Internet mais à d'autres moments. Le travail du sociologue est de ne pas s'arrêter au contenu qui s'affiche sur Internet. En gros, on voit apparaître des profils, on voit apparaître des pages, et jusque-là, pendant 10 ans, tous nos collègues s'étaient limités tout simplement à faire une liste ou des analyses textuelles. Et nous, on a fait un travail un peu différent, c'est-à-dire, imaginons que derrière ces pages, il y a une réalité de structure sociale qui se déploie dans ces communautés. Et donc, allons interroger ces personnes, demandons dans le quotidien avec qui elles interagissent. Qui sont les personnes qui sont autour d'elles quand elles ont un problème de santé, quand elles vont mieux, qui sont les personnes qui sont là pour donner du soutien, de l'entraide et ainsi de suite. Et par exemple, si ces personnes-là sont des membres de leur famille, collègues, copains d'école, ou alors justement des professionnels de santé. Quelle est la place relative ou vraiment le positionnement social d'un professionnel de santé dans le réseau personnel, c'est-à-dire la mini-communauté personnelle d'une anorexique? Ben là, on découvre par exemple que les médecins ne sont pas
ne sont jamais loin en réalité. Ils sont là, ils sont justement mis dans une distance qu'on pourrait dire de apomédiation, c'est-à-dire ils assurent une médiation médicale, mais justement dans la distance. Et c'est aussi une manière de composer avec certains manques de notre système de santé. Parfois, on a des personnes qui vivent dans des déserts médicaux, qui vivent dans des villes dans lesquelles il n'y a pas des centres spécialisés, il n'y a pas des structures de soutien pour des personnes ayant des pathologies parfois extrêmement rares, parce que c'est vraiment des troubles mixtes, mais vraiment particulièrement complexes. Et là, effectivement, ils se servent d'Internet pour avoir accès aux soins, ce qu'ils ne pourraient pas avoir forcément.